Bienvenue dans ce décryptage où on plonge la tête la première dans le quotidien souvent très complexe des employés du secteur public. Aujourd'hui, on s'appuie sur des données de terrain toutes fraîches qui mettent en lumière une fracture assez dingue. D'un côté, on a un engagement profond, quasi viscéral des agents, et de l'autre, une dégradation alarmante de leurs conditions de travail. Alors pas de temps à perdre, on entre tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ces services absolument vitaux pour notre société. Le plan de vol est simple. On va d'abord décortiquer ce fameux paradoxe de l'engagement. Ensuite, on analysera la crise d'attractivité qui frappe le secteur. Après ça, on ira voir les réalités brutes, sur le terrain. Et enfin, on terminera sur une note plus positive avec les pistes proposées pour redresser la barre. On commence donc avec la première partie, le paradoxe du service public. C'est vraiment la clé de voûte pour comprendre tout le reste de cette analyse. Face aux données qu'on va examiner, il y a une question fondamentale, presque existentielle qui s'impose. Si ces travailleurs sont ceux qui font tourner l'eau, les hôpitaux, les écoles, la justice, bref, le ciment même de notre cohésion sociale, comment expliquer ce désir record de tout plaquer ? C'est une contradiction à la fois fascinante et, avouons-le, très inquiétante. Et le point de bascule de cette contradiction, c'est un chiffre précis, 73%. Une majorité écrasante des agents se dit profondément attachée à ces missions. Ce n'est pas juste un job pour eux, ils y trouvent un sens profond, une vraie utilité publique. L'envie de bien faire est bel et bien là, ancrée. Mais voilà où le bas de blesse. Malgré ce dévouement, près d'un quart des effectifs pensent sérieusement à quitter le navire dans les années qui viennent. C'est énorme, hein ? Ça montre bien que la seule passion du métier ou l'attachement aux missions, ça ne suffit plus du tout à retenir les talents face à l'usure. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la fameuse crise d'attractivité. Face au privé, comment le public s'en sort-il aujourd'hui ? Historiquement, le public, c'était le prestige, la sécurité de l'emploi, mais la donne a complètement changé. Quand on regarde les chiffres, le seul véritable avantage qui lui reste face au privé, c'est le temps de travail. Sur absolument tout le reste, que ce soit la feuille de paye, les perspectives de carrière ou même la reconnaissance de la société, le privé l'emporte à plat de couture dans l'esprit des agents. C'est quand même un sacré paradoxe pour un secteur censé incarner l'intérêt général, non ? Sans grande surprise, quand on creuse les raisons de ces départs massifs, les réponses tombent comme des couperets. Le salaire inadéquat écrase tout le reste à 53%. Ensuite, on a les conditions de travail qui se dégradent pour 44% et le manque de reconnaissance à 33%. En gros, les fondations même de l'attractivité du métier sont en train de s'effriter sérieusement. Et attention, ce malaise ne vient pas que de l'intérieur. Le climat extérieur joue un rôle toxique. Il faut savoir que 70% des agents ont l'impression que les discours politiques et médiatiques rabaissent constamment leur travail. Ce bashing permanent nuit directement au moral des troupes et, par effet domino, freine les nouveaux recrutements. Passons à notre troisième volet, les réalités du terrain. Qu'est-ce qui se passe vraiment au jour le jour pour ces équipes ? C'est le système D permanent. On observe un déficit opérationnel majeur, une sorte de manque de ressources chroniques qui frappe quasiment tout le monde, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'administration centrale ou dans les mairies. Pour faire simple, les obstacles quotidiens se résument en 3 grands manques. 1. Le manque de bras, avec des sous-effectifs chroniques et des absences jamais remplacées. 2. Le manque d'argent, des budgets sans cesse rabotés. Et 3. Le manque de matériel, ce qui va des vieux ordinateurs qui rament aux locaux parfois à la limite de l'insalubrité. C'est le trio perdant. Résultat des courses, près de la moitié des agents, 49% pour être exact, se disent fréquemment stressés au boulot. C'est littéralement une personne sur 2. Le mal-être s'installe, la charge mentale explose et bien sûr, ça déborde largement sur la vie privée une fois la journée terminée. Mais là où ça devient carrément alarmant, c'est l'insécurité grandissante. Il suffit de regarder ces chiffres. 35% subissent des agressions verbales. Et pire, 20% font face à des violences physiques, notamment dans les hôpitaux. C'est colossal. On comprend tout de suite mieux l'épuisement et la perte d'espoir quand on sait que certains vont au travail la boule au ventre. Alors face à cette montagne de difficultés, vers qui se tourner ? L'institution ? Pas vraiment. Le soutien administratif est perçu comme fantomatique. En fait, l'unique gilet de sauvetage, ce sont les collègues. Plus de 3/4 des agents affirment que leur seul soutien, c'est l'entraide sur le terrain. La solidarité entre pairs, c'est ce qui tient encore la baraque. Allez, on arrive à notre quatrième et dernière partie. Quelles sont les pistes pour sortir de cette impasse ? Pour inverser la vapeur, il faut des mesures fortes, pas juste des pansements. D'abord, une vraie tolérance zéro face à la violence, avec des plaintes systématiques. Ensuite, ouvrir le chantier de la qualité de vie au travail pour s'attaquer à la racine de cet épuisement. Et enfin, arrêter de tout gérer avec des tableurs Excel et passer à un management qui écoute réellement ceux qui ont les mains dans le cambouis. Une idée assez géniale qui ressort des discussions, c'est le CETU, le compte épargne-temps universel. Imaginons un peu un sac à dos virtuel où on accumulerait du temps de repos tout au long de sa carrière.
On pourrait l'utiliser plus tard pour s'occuper d'un parent malade ou se former, sans perdre un centime de son salaire. Et le meilleur, ce droit nous suivrait partout, même si on change d'employeur. Ça serait une vraie révolution pour équilibrer vie pro et vie perso. En clair, pour sauver le système et garder les talents, il faut revoir les bases, écouter le terrain avec un vrai dialogue, lever le pied sur cette obsession du chiffre qui déshumanise tout, garantir évidemment la sécurité physique et mentale des équipes. Et puis, soyons réalistes, il va falloir mettre le sujet des salaires sur la table pour assurer un niveau de vie digne. Et c'est là-dessus qu'on va clore ce chapitre, avec cette grande question qui plane. Sachant que la passion du métier est encore là, mais que les conditions sont de plus en plus intenables, le secteur public arrivera-t-il à se réinventer et à consolider ses fondations avant que tout ne craque définitivement? L'enjeu des toutes prochaines années est là. C'est ce qui met fin à ce décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.